Et si la vérité était plus dangereuse que le mensonge? Voici l'histoire d'Abou Nizar. Ça commence comme ça. Une goutte de sang et des larmes. Le ton est donné. Un journaliste connu qui n'avait pas peur de déranger. On le retrouve assassiné, violemment. Ce n'est pas juste un meurtre, non. C'est un message. Et tout le pays l'a entendu. L'élite du renseignement français, la DGSI, entre en jeu. La mission, trouver ce tueur. Le problème, c'est que leur cible est un fantôme. Comment attraper quelqu'un qui ne laisse aucune trace? L'enquêteur principal est frustré. Leur suspect sort de nulle part. Il n'existe que sur le papier. Pendant ce temps, loin des regards, une cellule s'organise. Des soldats disciplinés avec un objectif précis. Ils s'organisent comme sur un échiquier. Chaque pièce a un rôle. Et chaque mouvement est mortel. Leur idéologie est puissante. Ils ne se voient pas comme des criminels, mais comme des justiciers. Chacun d'entre eux a ses raisons. Des histoires personnelles de foi, de vengeance et de douleur. Ce n'était qu'un début. Une simple déclaration. Le prochain acte sera bien pire. Leur plan est d'une simplicité glaçante. Le but, frapper les esprits et semer la terreur. Ils ont très bien compris quelque chose. Pour faire mal, il faut frapper les symboles. Maintenant, leur regard se tourne vers une nouvelle cible. Un homme de pouvoir, qui se croit intouchable. D'un côté, les enquêteurs qui traquent. De l'autre, la cellule qui prépare son coup. La collision est inévitable. 1,5 secondes. C'est le temps que met une balle pour traverser la baie. Et tout changer. Mensonge d'État. Ce sont les derniers mots que la cible lira. 1 seconde avant l'impact. Et ce tir va tout faire basculer. Il révèle une conspiration qui touche au sommet de l'État. Du coup, l'enquête change de visage. Ce n'est plus une chasse à l'homme. C'est la recherche d'une vérité cachée. Les lignes se brouillent. Entre le bien et le mal, qui est vraiment l'ennemi dans cette histoire? Un simple flocon de neige, en apparence, mais qui peut être à l'origine d'une avalanche dévastatrice. C'est avec ce verset assez énigmatique que le thriller Abou Nizar nous accueille. En fait, ça pose d'emblée une question centrale. Qui voit vraiment la vérité? Qui est aveugle? C'est une interrogation qui va planer sur toute l'histoire, une histoire qui commence de la manière la plus brutale qui soit. Tout commence donc avec ce message, un message littéralement écrit dans le sang. La victime n'est pas n'importe qui, c'est Bertrand Cassagne, un journaliste très en vue et aussi très controversé. Son assassinat, ce n'est que le premier coup porté dans une partie beaucoup plus grande. On le retrouve chez lui, la gorge tranchée. C'est une violence inouïe. Et le message derrière tout ça, il est limpide. Personne, absolument personne, n'est à l'abri. Il ne s'agit pas d'un crime ordinal, non, c'est une exécution, planifiée au millimètre, un acte de guerre symbolique conçu pour frapper la nation en plein cœur. Et ce qui est vraiment frappant, c'est de voir comment cet acte unique est perçu de façon radicalement opposée. Pour les auteurs, c'est une victoire. Pour leur chef local, Jamal, c'est carrément une fierté. Pour le guide idéologique, une satisfaction. Mais de l'autre côté du miroir, pour le mari de la victime, c'est la détresse absolue. Un seul événement, mais 4 réalités totalement inconciliables. Alors, qui sont les architectes de cette attaque? On pourrait croire à une bande de fanatiques désorganisés, mais c'est tout le contraire. On a affaire à une cellule qui opère avec une précision militaire où chaque membre a une place bien définie, comme les pièces d'un jeu d'échecs. Et regardez cette organisation, c'est fascinant. Il y a le roi, qui est le chef idéologique, il y a les fous, les têtes brûlées prêtes à l'action, les tours, qui sont les piliers du groupe, le cavalier, l'agent de terrain, tout est structuré. Mais la pièce maîtresse, le véritable cerveau de l'opération, celui qui tire les ficelles, c'est ce personnage mystérieux qu'on appelle Wazir. Évidemment, face à eux, les forces de l'ordre se mobilisent. Mais là encore, les choses ne sont pas si simples. 2 unités radicalement différentes se lancent à leur poursuite, et chacune a sa propre méthode, sa propre philosophie pour traquer les chasseurs. C'est un vrai choc des cultures. D'un côté, on a la DGSI, le renseignement, la surveillance, la paperasse. L'approche est cérébrale, calculée. On respecte les procédures. De l'autre côté, les condors. Alors eux, c'est une autre ambiance. C'est la force brute, les raids, l'intimidation. Ils ne suivent pas les règles, ils les créent. Le chef est un ancien du terrain, un homme hanté par son passé. 2 mondes qui s'affrontent pour arrêter les mêmes personnes. Mais au-delà de cette chasse à l'homme, la question la plus profonde reste posée. Pourquoi? Comment un individu en arrive-t-il là? Qu'est-ce qui transforme une personne en terroriste? Le roman nous plonge dans les blessures intimes, dans les fêlures qui peuvent mener aux pierres. Prenez le parcours de Maxime, l'une des tours de la cellule. C'est une descente aux enfers. Tout commence à 9 ans. Il est abusé par un prêtre. Le pire, c'est que ses parents, très pieux, refusent de le croire.
Double trahison. Il fugue, finit à la rue. Des années plus tard, il recroise son agresseur par hasard, la rage remonte, il l'attaque. Il finit en prison. Et là, isolé, vulnérable, il devient une proie facile pour un recruteur charismatique. La blessure personnelle est devenue la porte d'entrée de l'idéologie radicale. Pour d'autres, comme Jamal, le point de départ n'est même pas la religion. Écoutez ce qu'il dit. Le meurtre de ma famille est un crime français. Musulman ou pas, ça m'est égal. Pour lui, la motivation est avant tout personnelle. C'est un combat contre l'État, une quête de vengeance qui dépasse la simple conviction idéologique. Et c'est là que l'intrigue prend une toute autre envergure. On dézoome et on réalise que cette cellule parisienne n'est pas un groupe isolé. En réalité, elle n'est qu'un pion sur un échiquier bien plus vaste, un échiquier mondial. On découvre enfin qui est le fameux Wazir. Son nom de guerre, Abo Nizar. Et son profil fait froid dans le dos. Ce n'est pas un jeune paumé, c'est un ancien officier de la garde républicaine de Saddam Hussein. Un stratège de haut vol, un professionnel de la guerre, qui a mis ses compétences au service de Daesh pour orchestrer la terreur en Europe. C'est lui, le fantôme de Mossoul. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de Paris, depuis son QG de Mossoul, le grand chef de Daesh, Hassan el-Jemsi, observe le chaos s'installer en France. Pour lui, ces attentats ne sont pas une fin en soi, ce sont des manœuvres stratégiques. Le but n'est pas seulement de terroriser, c'est de pousser la France à la faute, de l'entraîner dans une guerre plus large. Le but ultime, c'est le chaos. Et cette phrase qu'il prononce est absolument révélatrice. Il dit en substance « Avec des soldats, je gagne des guerres. Mais avec des hommes comme Abou Nizar, je bâtis un empire. » Ça montre bien que pour lui, Abou Nizar n'est pas un simple exécutant. C'est un architecte. Et chaque attentat est une pierre posée pour la construction de son projet impérial. Tout ça nous laisse face à une question vertigineuse. Comment un drame personnel, une injustice, une blessure intime, comment tout ça peut-il s'agréger, s'amplifier, au point de devenir une catastrophe d'ampleur internationale? Et le roman nous quitte sur cette métaphore puissante, l'image du flocon de neige. Un flocon, seul, c'est insignifiant. Mais des millions de flocons accumulés peuvent déclencher une avalanche dévastatrice. Alors qui est le vrai coupable? L'avalanche ou le tout premier flocon? C'est une réflexion profonde sur l'origine du mal et sur comment la plus petite des blessures peut engendrer la plus grande des destructions.